Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Merci. Ça y est, ils sont déjà en train de débattre et ça va être un débat passionné. Merci à vous d'être venus pour vous exprimer sur ce thème. Donc la forêt en ville, est-ce possible, est-ce facile? Qu'est-ce que c'est? On a donc Jean-Claude Lemasson. Donc vous êtes vice-président en Nord Métropole et vous occupez notamment de ce sujet en ville. Donc on a Pierre Lussier, vous venez de loin, hein, vous avez traversé l'océan pour venir nous parler de ce que vous faites au Québec. Nous avons Jacques Soignon. Donc là, c'est votre quotidien aussi, l'arbre en ville. Vous nous raconterez ce que vous faites à Nantes. Et enfin, Claire, donc là, je suis une fille, donc je n'ai pas besoin d'être galante, je finis par vous. Vous avez lancé votre activité qui permet de verdir notre ville aussi. Pierre, on va commencer tout de suite par vous. Racontez-nous cette aventure que vous avez lancée à Québec. Donc, je me présente, Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre. Qu'est-ce que c'est le Jour de la Terre? C'est donc le Jour de la Terre, c'est le 22 avril et évidemment tous les jours. C'est aussi une association dont je suis le directeur en France et au Québec. Notre organisation fait des programmes donc pour financer les activités du Jour de la Terre. On fait des programmes sur plusieurs fronts. Donc, on fait de la gestion de matières résiduelles, beaucoup de gestion de matières résiduelles. On participe à l'économie faible en carbone. On a lancé le premier camion de livraison réfrigérée au Canada, zéro émission, donc 100% électrique. Et évidemment, on fait beaucoup de programmes de plantation. On a planté planté et financé depuis 2000 plus de 700 000 arbres. Je tiens à mentionner que tous ces arbres-là font l'objet d'un contrat, donc il faut avoir donc les organismes planteurs doivent avoir un taux de survie de 80% des arbres après 3 ans d'avoir planté les arbres, et on fait sur la majorité d'entre eux un suivi à tous les 10 ans pour les 50 prochaines années. Donc, le dernier projet qu'on a réalisé, ça s'appelait le 375 000 arbres, qui visait à planter 375 000 arbres pour souligner le 375e anniversaire de la Ville de Montréal. On est arrivé à financer 400 000 arbres et planter. On a planté à peu près 250 000 arbres à aujourd'hui. C'est fait avec la Fondation David Suzuki, la Tribu et les Cowboys Fringants. Et donc, les Cowboys Fringants, groupe le plus populaire au Québec, peut-être la prochaine slide, je pense, ils sont là, les Cowboys. Donc, la dernière fois que je les ai vus, les Cowboys, vous étiez 4000 Nantais au Zénith, les bras dans les airs, en train de chanter toutes les paroles d'un groupe quand même, c'est assez qui démontre la vie, qui dit la poésie de la vie très québécoise. Donc, c'était un choc pour moi de vous voir là. Les Cowboys sont très impliqués dans le verdissement. Ils donnent 1 € à chaque billet de concert vendu. Et donc, ce qu'ils ont fait pour 375 000 arbres, en plus de piloter le dossier, c'est qu'ils ont donné un concert gratuit. Donc, ils ont fait un concert gratuit pour le 50e anniversaire de Laval et en contrepartie, la Ville de Laval la forêt du 50e a financé un projet de 3 hectares de reboisement à Laval. Donc, Laval, prochaine slide, Laval, c'est où Laval? Laval, c'est juste au nord de Montréal, c'est une autre île, donc c'est comme c'est Montréal, une île, et Laval est au nord. C'est la 3e plus grande ville au Québec. Et vous voyez, donc, très typique, une banlieue avec de densité d'unifamiliales avec des cours. Il y a un très grand terrain gazonné qu'on a transformé en une forêt, mais qui est une expérience en densité, car, donc, on dit une forêt qui crée une canopée, donc les arbres se touchent dans un parc que vous connaissez. On parle de 500 arbres à l'hectare. Le Mont-Royal, qui est une forêt qui est un peu traditionnelle, donc on pourrait dire non touchée, donc au centre-ville de Montréal, juste au nord du centre-ville de Montréal, c'est 1000 arbres à l'hectare. Et là, donc, on a travaillé à 2500 arbres à l'hectare, en plus de ça, avec une école d'horticulture qui fait de la taille. Donc, quelque chose qui n'est pas encore une forêt,
mais pas encore une forêt traditionnelle, mais qui évidemment qui est une forêt qui est très dense. Et ce qui arrive à la question qu'on pourrait arriver, la forêt en ville, est-ce possible? Évidemment, c'est possible, mais quel est l'espace minimum pour une forêt et quelle est la densité de la forêt? Ça, c'est une autre chose. Je vous laisse ça pour tantôt. Vous êtes merveilleux, vous faites la transition et on vous pose alors cette question, qu'est-ce que c'est la forêt en ville à Nantes Métropole? Alors vous n'êtes pas sur l'intra-périphérique nantais, mais sur la métropole. Alors quelle densité, quel déploiement? Bien, depuis 2001, depuis la création de la métropole à 24 communes, la métropole a pris des décisions importantes, notamment pour la préservation de ces espaces naturels qui représentent 61% de son territoire. 32 000 hectares représentent les espaces naturels et agricoles sur la métropole nantaise. Et une décision importante a été prise il y a à peu près 12 ans, quasiment jour pour jour, en juin 2006, pour créer 3 périmètres de forêt urbaine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forêt urbaine? Eh bien, voilà, si vous pouvez montrer la cartographie. L'idée, en fait, des élus de l'époque, parce que je n'y étais pas, j'ai pris le chemin en route et je pense que mes successeurs auront encore du travail à faire en respectant le cycle naturel. Eh bien, ces élus de l'époque ont identifié des secteurs déjà organisés sous forme de boisement. Alors des boisements avancés, parfois en lien avec les déprises agricoles ou les déprises des espaces naturels. Et depuis, eh bien, nous confortons ce dispositif pour ramener tout doucement vers un plan canopé qui intègre bien évidemment ces 3 périmètres de forêt urbaine, mais également, par exemple, les près de 4000 km de haies bocagères qui ont été inventés. Et tout ceci, inventorié, pardon. Et tout ceci constitue en fait la trame verte du plan de trame verte et bleue que la métropole a arrêté il y a peu. Et dans le plan local d'urbanisme métropolitain qui est en cours de validation aujourd'hui, eh bien, nous avons réidentifié encore ces espaces et nous cherchons encore à faire progresser ces linéaires. Et en réponse à M. Lussier qui a insisté sur cette fameuse densité, alors d'ailleurs peut-être vous m'expliquez pourquoi c'est important une forte densité. Quelle est cette densité? Comment vous la travaillez? Alors, elle est encore faible parce que, naturellement, si je puis dire, depuis de longues décennies, il n'y a pas été fait un travail sur le foncier. Donc, nous avons une difficulté aujourd'hui, c'est d'organiser le foncier pour faire en sorte, effectivement, que nous ayons des espaces dits forestiers. Nous avons plutôt aujourd'hui sur la métropole des espaces dits boisés. Nous ne sommes pas encore organisés, à part quelques hectares plutôt de propriété privée, nous ne sommes pas encore organisés en la matière. Donc nous intervenons en confortement des espaces boisés avec des plantations. On peut peut-être montrer la 3e slide. La 3e, si vous voulez bien. Voilà, elle arrive. Donc voilà des illustrations de travaux forestiers qui sont réalisés aujourd'hui. À la fois de l'ébarbage, un certain nombre d'éclaircies à organiser sur les massifs boisés, de manière à constituer en fait un noyau dur, et puis aussi des plantations qui s'opèrent parfois d'ailleurs avec des jeunes écoles pour justement organiser des cœurs qui soient très identifiés, mais aussi qui permettent des écosystèmes intéressants, puisque ces forêts urbaines participent aussi au plan climat, air, énergie du territoire. Alors, quelques illustrations. Je ne sais pas si vous pouvez revenir un peu en arrière. Celle d'avant, voilà. Juste pour vous donner 3 éléments, 3 périmètres forestiers, du plus petit au plus grand, sud-est, nord-ouest et sud-ouest de l'agglomération nantaise. Ça représente 1400 hectares environ. Et on voit bien la difficulté ici que nous avons, grosso modo, 5000 parcelles. Et ces 5000 parcelles, en fait, sont détenues à près de 4000, pour 4000 d'entre elles par des propriétaires privés. Ce qui est extrêmement compliqué à organiser, puisqu'il faut pour cela les inviter à nous rejoindre dans cette démarche. Et on essaye de leur mettre en place des outils de gestion, en fait. Comment organiser ces périmètres, comment s'assurer effectivement de la pérennité de ces exploitations de boisement et demain de forêt. Donc ici, vous avez les trois représentations et vous voyez que les parcelles qui sont colorées, ce sont les parcelles qui sont publiques, qui appartiennent ou à la métropole ou aux communes, puisque les 8 communes concernées des 24 participent activement à ce dispositif. Et donc beaucoup de parcelles agricoles, il y a peut-être un travail fait, vous avez dit, de sensibilisation avec les agriculteurs? Exactement, il y a même des agriculteurs qui participent totalement au projet, puisque nous avons installé récemment, un peu moins de 2 ans maintenant, un projet d'agroforesterie
Bien évidemment, l'accompagnement du dispositif forestier par rapport aux exploitations agricoles. C'est un premier test sur la métropole. Et il y a d'autres tests qui ont été formalisés, notamment en Maine-et-Loire, pas très loin d'ici, en Nord-Vendée. Et nous espérons effectivement que ces dispositions pourront demain amener les agriculteurs à accompagner le dispositif. Alors, on va même aller... Enfin, là, on est quand même dans la métropole. On sent que c'est la ville, mais ça reste des espaces de campagne. Monsieur Soignon, votre rôle, vous, c'est vraiment d'installer et de gérer les espaces verts en ville, l'arbre en ville. Est-ce qu'on a des forêts vraiment en ville ? Oui, alors j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui, puisque je crois avoir été invité aussi au titre de l'association Arbre. Alors j'ai commencé par parler de l'association Arbre, pour laquelle je suis adhérent de longue date, et puis je parlerai aussi un tout petit peu de la fonction qui est la mienne en tant que directeur des espaces verts de l'environnement de la ville de Nantes. Alors d'abord l'association Arbre en deux mots, c'est une association qui a déjà au moins une trentaine d'années, peut-être, et qui vise à recenser au départ ce que sont les arbres remarquables en France, et pour cela a mis au point des labels qui sont distribués régulièrement auprès des collectivités, des communes, pour faire que ces arbres soient repérés, reconnus, et étant reconnus et repérés, aient une chance de survie plus grande. Et ça permet aussi de compenser un grand vide juridique français national, assez unique d'ailleurs en Europe et dans le monde. Je vais retourner à mon ami canadien, mais on n'a pas de protection aujourd'hui valable, hormis les initiatives communales, du coup, qui sont importantes. Il n'y a pas de protection aujourd'hui finalement pour tous ces arbres, aussi beaux soient-ils, aussi bien repérés soient-ils. Ça fait partie bien évidemment de la part importante de l'association aujourd'hui, d'essayer de faire influer les choses par rapport particulièrement à ces arbres remarquables. Et vous avez publié un petit carnet qui présente et qui liste les arbres remarquables sur Nantes et ses environs ? Alors effectivement, il y a eu à l'échelle de la Loire-Atlantique quelque chose qui a été fait, qui a pris en compte d'ailleurs des inventaires qui ont été faits par un certain nombre de personnes qui sont présentes dans la salle, qui continuent d'ailleurs, puisqu'effectivement en particulier, vous avez des gens qui sont réunis autour de des arboristes, qui sont des gens qui travaillent sur l'élagage et qui souvent sont très très intéressés, impliqués sur aller au-delà de l'élagage, la conservation et la connaissance des arbres. Et ces gens-là, en ce moment, par exemple, sur la région nantaise, continuent ce travail d'inventaire pour essayer d'aller plus loin, y compris dans le domaine privé, qui est souvent le moins connu. Voilà pour cette partie associative. Moi, j'ai eu le plaisir de découvrir, à côté de la cathédrale, bien caché derrière, dans le cloître, cet immense arbre qui était répertorié. Et il y a peut-être, quel est votre arbre remarquable que vous proposez aux gens d'aller visiter à Nantes ? Alors effectivement, voilà, vous parlez d'un Araucaria des espoirs des singes qui se trouve dans un cloître et qui effectivement fait partie des arbres remarquables privés. On a effectivement eu depuis très longtemps sur Nantes la volonté de protéger les arbres et d'avoir des zones boisées relativement importantes. 375 hectares à Nantes, ça date déjà depuis longtemps, hein, c'était vraiment une histoire importante et on peut toujours aller plus loin, mais beaucoup vont beaucoup moins loin aussi, donc ça fait aussi partie des choses intéressantes à débattre ensuite. Voilà. Et après, rappeler effectivement par rapport à Nantes et la fonction nantaise, c'est qu'on a finalement une ville qui est verte. On donne un chiffre aux alentours de 42% de surface verte sur la ville intramuros. Ça n'est pas si mal. Évidemment, ça a été un travail de longue date continue pour faire que des réserves foncières soient faites, mais c'est aussi une part privée, puisque dans ces 42%, il y a pratiquement à part égale une partie publique et une partie privée. Donc c'est un patrimoine assez exceptionnel, c'est 300 000 arbres environ, la moitié privée et la moitié publique, et 300 000 arbres dont on peut bénéficier autour un peu, malgré tout, mais qui aussi nécessitent beaucoup d'attention, et ça fait aussi partie des difficultés de la forêt en ville, c'est que plus la ville est dense, et plus la forêt devient finalement aussi quelque chose d'un peu abstrait pour des gens qui finalement aiment beaucoup les clairières au milieu des forêts. Donc on est souvent dans cette question-là, à savoir quel est le bon dosage et comment faire aussi que la ville soit vivable, puisque c'est quand même aussi ce qu'on nous demande au quotidien, nous, en tant que responsables de journée d'espace vert. Donc on vous demande plus de la nature en ville. D'ailleurs, c'était la promesse de début d'année de Nantes Métropole. Plus de la nature en ville que de la forêt en ville. Quelle est la différence ? Comment vous gérez l'équilibre des deux ?
Alors, on nous demande effectivement de la nature, du jardin aussi. On a parlé d'une ville dans un jardin, c'est un sujet qui parle assez bien aux gens. Des arbres, bien sûr, parce que c'est une des composantes, mais c'est une composante parmi d'autres, effectivement. Il suffit d'aller autour du miroir d'eau pour voir le nombre de gens hier soir, malgré que la pelouse était mouillée, encore en train de s'installer sur ces pelouses. Évidemment, les gens, ils cherchent surtout à retrouver le contact avec le sol, le contact vers la pleine terre aussi. Et c'est un vrai sujet important, c'est quelle pleine terre pour demain, quelle terre vivante. Et ça, je crois que là-dessus, on va tous être d'accord que c'est le paramètre fondamental de ce qui va se passer dans les prochaines années. Et là-dessus aussi, on a un chiffre intéressant à repérer, c'est qui a été fait sur une étude à l'échelle nantaise, sur le programme qui s'appelait VEJDUD, un programme mené par l'école d'architecture, qui a montré que le meilleur climatiseur dans une ville, c'est l'arbre. Très loin devant la toiture végétalisée, le mur végétalisé, qui ne sont pas inintéressants cela, mais c'est le premier climatiseur et aussi très supérieur à ce que peut faire cette pelouse ou les massifs qui sont à côté de nous. Donc voilà, donc c'est un élément d'un point de vue climatologue là, et d'un point de vue qualité de vie aussi qu'il faut prendre en compte complètement. Vous avez dit terre vivante. Vous pouvez nous éclairer parce que vous entendez par ça? Alors, terre vivante, c'est que justement, aujourd'hui, on a quand même tendance à avoir ultra minéralisé les villes. C'est une évidence absolue. Tout le monde s'en rend compte. Tout le monde est en train de faire machine arrière par rapport à ça. Et en la minéralisant, on rend des espaces stériles, des terres infertiles. Et du coup, on va mettre, je l'ai vu sur une tour pas très loin, où des arbres ont été mis sur un balcon. Ils sont tous en train de mourir parce qu'ils ne sont pas dans une terre vivante, parce que les données morphologiques ne sont pas prises en compte. Et finalement, heureusement, par opposition, il y a d'autres très beaux projets où maintenant on peut voir des choses, y compris, on essaye de joindre bâtiment et végétal, mais ça demande beaucoup de technicité, beaucoup de connaissances, des cahiers des charges très précis, parce que souvent, c'est un peu de l'habillage végétal, et du coup, le végétal devient objet, ce qui n'est plus tout à fait la même chose. Donc, quand on parle de terre vivante, c'est véritablement un végétal vivant, un végétal qui a un potentiel de croissance qui va dépasser 10 ou 20 ans, puisque l'arbre en ville, c'est un miracle par définition, puisque c'est un milieu finalement assez hostile, et que de plus en plus, on pourrait, si on n'était pas un peu vigilant, avoir des végétaux qui ne dureraient plus très longtemps. Alors, vous parlez de l'arbre dans le bâti. Claire, c'est un petit peu ce que vous avez mis au cœur de votre activité. Sur ces grands projets de construction, là, on regarde autour de nous, on voit beaucoup de béton, effectivement. Alors, comment vous arrivez à intégrer l'arbre? Quelle place vous lui donnez dans ces projets immobiliers ou citadins? Donc moi, je suis architecte urbaniste. Donc moi, je vois le végétal, mais par le biais justement de l'urbanisme. Donc quelle place on lui laisse et comment est-ce qu'on l'intègre en termes de rôle, en termes d'espace, avec toutes les autres fonctions de la ville, puisque en effet, on n'a pas tant de place que ça en ville et beaucoup de choses à y mettre. Donc la concurrence est rude et la forêt est loin de gagner aujourd'hui. Alors, moi, en effet, c'est travailler sur différents types de forêts. Je voudrais revenir quand même aux grandes forêts urbaines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a culturellement une difficulté à accepter ces grandes forêts urbaines parce qu'elles sont impénétrables quelque part. Et c'est grâce à ce côté impénétrable, le fait d'avoir des arbustes, des couvre-sols et non pas que des arbres, que les écosystèmes sont aussi riches et que ça apporte toute la diversité qui va avec. Après, moi, ces grandes forêts urbaines-là, je les vois un peu comme des fleuves, quelque part. Donc, c'est se dire, oui, il y a quand même quelque chose d'un peu impénétrable, mais les rives sont extrêmement riches. Et donc, c'est dire, finalement, travaillons les lisières de ces espaces impénétrables et déjà, on pourra faire beaucoup de choses. Travaillons des clairières et pour encourager d'autres façons de vivre et d'autres façons de l'appréhender pour les habitants. Et c'est aussi, dans les fleuves, c'est bien, mais il y a aussi tout un petit réseau qui peut se créer de rues, de rivières, et ça peut être la même chose pour la forêt. Alors en effet, on ne sera pas sur des grandes forêts comme on peut l'envisager, mais peut-être sur des petits, ce qu'on appelle des jardins-forêts, donc ce qu'on peut développer dans une myriade d'espaces, que ce soit sur des opérations immobilières, alors pas forcément en balcon, parce que l'objectif c'est bien aussi de préserver les sols, en effet, quand ils sont fertiles et quand ils ne le sont pas, essayer de les amender un maximum. Défendons notre terre, c'est important.
notre terre vivante, en effet. Et donc sur des espaces qui peuvent être privés, qui sont les jardins privés en fait, les jardins qui sont en bas des immeubles de chacun, comme sur des espaces extérieurs, même d'entreprises, d'usines, qui aujourd'hui sont minéralisés ou juste avec de la pelouse, qui peuvent très bien accueillir ce que l'on appelle des jardins-forêts, qui sont des forêts comestibles, qui sont certes pas forcément sur les mêmes densités ou sur les mêmes tailles en termes d'arbres, mais par contre qui ont un vrai usage et une vraie appropriation par les habitants, puisqu'il faut aller en prendre soin et puis on récolte quelque part. Donc, ces petites actions qui peuvent se faire sur des petites surfaces, ça permet à chacun aussi d'apprivoiser quelque part le fait d'avoir des forêts en ville, et puis ça nourrit plein d'autres fonctions qui sont sociales, du lien social, d'un retour à la nature, et puis aussi des fonctions climatiques, très clairement, par rapport à des températures qui sont plus élevées en ville. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de développer avec le Jardin Ressources notamment, qui travaille sur de la permaculture à un maximum, donc sur des espaces privés comme publics. Oui, parce que, en tant que citoyenne nantaise, quand même, quand on veut aller en forêt, il faut faire quelques kilomètres. Si on veut trouver une vraie forêt où il y a du humus au sol. Alors, est-ce qu'il y a une demande ? Moi, j'ai une demande là-dessus. J'aimerais bien pouvoir aller me promener à pied en forêt. Est-ce qu'il y a une demande des citoyens ? Vous dites toutes oui, mais c'est pas sûr, il faut les sensibiliser. Vous qui êtes au contact des citoyens, quelle est leur demande ? Quel est leur retour ou les craintes ? La demande est claire. Ça demande d'abord de nature. Alors effectivement, plutôt dans l'esprit clairière, c'est-à-dire on peut se promener, on peut s'organiser, pique-niquer, en respectant d'ailleurs le milieu. N'oublions pas qu'il faut repartir avec ses déchets, parce que bien souvent certains citoyens l'oublient. Mais effectivement, c'est une forme aussi de respect. C'est-à-dire que le travail que l'on fait aujourd'hui est un travail d'abord de pédagogie. Un travail, bien évidemment, d'urbanisme et d'organisation du foncier, de préservation des espaces et des espèces. Mais de notre côté citoyen, on doit encore faire de la pédagogie sur ce que c'est que la nature et comment l'accepter. Il faut aussi comprendre qu'une grande partie de la nature en ville appartient à des privés. Donc comment les associer dans cette démarche et faire en sorte qu'ils ne se sentent pas dépossédés de leurs biens, entre guillemets. Donc ça veut dire que des parcelles qui sont aujourd'hui fermées, il va falloir organiser une forme d'ouverture pour s'assurer que le citadin puisse s'aventurer, organiser ses déplacements, découvrir des choses, notamment avec les enfants scolarisés, par exemple. C'est extrêmement complexe. Et à Québec, c'est plus facile. Les citadins québécois sont plus familiers avec les arbres. Donc, oui, la forêt est beaucoup plus présente. Donc, le peuple québécois est un peuple d'eau et de bois. Donc, il est en contact. On appelle le déficit nature est moins grand. Déjà, le fait qu'on ait une montagne et un fleuve quand même assez accessible, le déficit nature est moins grand. Mais à Toronto, c'est donc une autre ville canadienne, c'est extrêmement présent. Donc, il y a les thèmes du déficit nature est très présent. Mais on vient aux usages. Donc, nous, c'est sûr que les usages, la forêt en ville, elle a la forêt en ville sur ce contact. Mais la forêt, est-ce qu'elle a besoin de l'usage, donc de permettre à l'humain d'y être? Moi, je ne suis pas non plus. C'est une bonne chose qu'elle soit impénétrable parce que il y a des places où est-ce qu'on ne devrait pas être. On travaille, nous, avec les cow-boys sur des petits espaces. On aimerait ça créer des espaces de biodiversité qui ne soient pas accessibles en ville et qui ne soient pas accessibles à l'humain. Donc, qu'ils soient même clôturés ou en monticule, parce que, justement, il y a une nécessité pour la biodiversité que l'homme ne soit pas là en train de déranger, et donc pour la nidification et tout. Donc, il y a quand même cette réflexion, nous, sur il y a besoin d'un contact avec la forêt, mais il y a aussi besoin de laisser la forêt à elle-même. Alors, vous l'avez dit un petit peu en filigrane, mais finalement, pourquoi on fait tous ces efforts pour avoir la forêt en ville ? Elle sert à quoi ? On en a vraiment besoin. Vous avez parlé du climat, Claire. Quelles sont ses fonctions ? Rafraîchir, sensibiliser, nous raccrocher à la nature ? Un peu tout ça. Il y a en effet des vraies fonctions climatiques, puisqu'on est en ville de par la présence de la pierre, de par la présence du bitume, finalement au sol. On a de la réverbération du soleil qui fait que ça chauffe beaucoup.
Et donc, on parle quand même d'augmentation des températures avec des canicules qui peuvent être très importantes et qui vont augmenter avec le temps. Et c'est vrai qu'ils peuvent être aussi identifiés comme îlots de chaleur. Si vous entendez parler d'îlots de chaleur, c'est aussi le fait qu'on a des espaces qui montent très très vite en température. Et le fait de retrouver des arbres permet de être un très bon moyen pour retrouver un confort thermique. Donc c'est aussi, même si on ne s'en rend pas compte, n'importe qui va aller vers des espaces et va ressentir finalement toutes ces températures et puis l'hygrométrie, vraiment le niveau d'humidité. Et le fait d'être bien en ville, c'est aussi ça, c'est retrouver une bonne qualité de l'air et une bonne qualité de température, un ensemble où on est bien. Et c'est aussi... ça aide pour filtrer les eaux, pour vraiment limiter un ruissellement trop rapide. Ça a une multitude de fonctions. Et en effet, un bien-être, parce que on vit quand même dans un environnement au départ, on est quand même une espèce qui fait partie de tout un écosystème. Et donc oui, je pense que quelque part dans nos gènes, dans notre ADN, on a besoin de retrouver cette sensation-là. Monsieur Soignon, vous... Dans votre rôle sur la ville, vous identifiez justement ces zones qui sont trop chaudes, qui vont générer des îlots de chaleur. Vous avez, dans votre action là, au cœur de la ville, ce suivi ou cette volonté d'identifier des zones prioritaires de retour de l'arbre ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on sait que dès qu'on aménage ou qu'on apporte du vert, ça marche. Alors, on a un exemple très récent qui vaut ce qui vaut, qu'on a mené, qui s'appelle le Quai des Plantes, vous l'avez peut-être vu, 1000 arbres de pépinière mis sur un quai qui était véritablement un parking il y a seulement quelques mois. Le chiffre est radical, vous l'avez peut-être fait, vous prenez la petite allée avec les arbres, on vient d'avoir le chiffre de 100 000 personnes qui sont passées en moins d'1 mois, c'est-à-dire un succès, clairement. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis des arbres. On a mis des arbres, on a mis des bancs, certes. On peut boire aussi un coup, c'est important. Mais je dirais que c'est le même coup de baguette magique pour moi que, par exemple, les jardins flottants et le bateau lavoir que vous connaissez, qui est une autre opération du même genre qu'on avait réalisée il y a quelques années, où finalement... c'est ce qu'on appelle les aménités, mais vraiment on fait de telle façon qu'il y a un vrai retournement. Et les gens répondent massivement par leur fréquentation, leur retour. Et ça, c'est un élément à repérer aussi, c'est que la chaleur augmente aujourd'hui en particulier. Et ce que j'ai pu appeler récemment, il y a une forme de méditerranisation également dans la façon de fonctionner des gens, qui font que cette ville que je connais bien, j'y suis né, où on voyait finalement assez peu de gens le soir, c'est devenu maintenant incroyablement animé le soir. Vous avez pu le vérifier et vous le vérifierez encore, tout simplement parce qu'on a rendu la chose possible beaucoup plus. J'ai parlé des espaces de centre-ville reconquis, avec effectivement un ensemble d'éléments, mais on voit bien que ça fonctionne parfaitement bien et qu'on a un retour du public tout simplement d'un point de vue comptable par le nombre d'entrées qui est fort. On le voit aussi dans les parcs et jardins, je l'ai déjà dit, le Jardin des Plantes est un phénomène à lui tout seul. On est passé de 1 million de visiteurs il y a seulement 6 ans. L'année dernière, nouveau record qu'on ne croit à chaque fois pas pouvoir rebattre. On est passé à 2 250 000 visiteurs. Ça veut dire 2,2 fois plus en seulement 5 à 6 ans maximum. Donc le public, effectivement, il a besoin de ça. Et ça devient vraiment un besoin fondamental exprimé tout simplement dans les sondages qu'on peut faire, etc. L'élément végétal est le premier élément repéré, demandé actuellement dans la demande du public, dans tout ce qu'on peut repérer. Voilà. Et alors, comment elle va évoluer là, les prochaines années ? Vous avez montré une carte de la métropole. On voit des petites évolutions. Vous avez promis, vous venez de le montrer, alors que vont devenir les quais, que vont devenir ces forêts ? Comment ça va évoluer demain, là, disons à nos habitants, qu'est-ce qu'ils vont voir changer sur la ville ? Alors sur la ville, déjà sur la ville-centre, des projets importants. Hein, je pense au projet qui part de la gare, qui rejoint les bords de Loire et notamment le quai de la Fosse qui était évoqué à l'instant, jusqu'au point de Bretagne, hein, jusqu'ici, enfin derrière ici les machines. Vous voulez dire un espace d'arbres boisés tout du long ? Un espace nature, alors bien évidemment des arbres, mais il faudra aussi pouvoir circuler, donc c'était toujours la même difficulté. Il faudra aussi pouvoir stationner, accéder au commerce, donc il faut composer avec l'ensemble des usages, mais bien évidemment avec une nature qui va reprendre sa place. Je pense à la place de la
la petite Hollande, tout en conservant bien évidemment le marché. Il faudra retrouver et venir investir ces lieux. Et puis ailleurs, extra-périphérique, j'allais dire, eh bien, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que la composition au fil du temps, du fait d'avoir préservé les espaces depuis maintenant 2 décennies, et avoir une politique sur le foncier extrêmement dynamique, eh bien, nous allons pouvoir organiser, on vous donne rendez-vous dans 10, 15, 20 ans, et on va comparer, si l'on peut, les cartographies, et nous verrons que les espaces naturels, les espaces boisés auront pris une dimension supérieure. Parce que nous avons la volonté, notamment au travers le plan local d'urbanisme métropolitain, donc qui est en cours de validation, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous avons la volonté de préserver ces espaces et de limiter la consommation des espaces et agricoles, naturels, y compris dans l'agglomération nantaise. On est même en diminution de consommation d'espace, ce qui est important. On évoquait tout à l'heure les fonctions de la forêt ou des espaces naturels au niveau du plan climat, au niveau du puits de carbone, par exemple. On peut aussi rajouter tous les arbres d'alignement qui participent aussi au sujet. Par rapport à votre question sur comment le citoyen sent les choses, on voit bien dès que nous intervenons dans l'espace public, si ce n'est que pour modifier parfois un parc, même un petit parc, et on intervient sur des arbres qui sont en place, c'est parfois une levée de bouclier. Il faut donc faire de la pédagogie de manière récurrente. Et par exemple, sur les arbres d'alignement, il y en a 70 000 à peu près sur la métropole nantaise. Eh bien, il y a la nécessité et le souhait de renouveler de manière systématique et d'aborder le sujet. Voilà, la biodiversité est à ce point que l'éléphant revient. Merci à lui. Oui, est-ce que l'éléphant va se retrouver dans une vraie jungle un jour? Est-ce qu'on aura ça à Nantes? C'est ce que j'ai exposé parfois lorsque j'exprimais ce qu'était le projet. Notamment, je me souviens à un colloque à Metz où nous avons fini sur une diapositive où on voyait l'éléphant dans la forêt urbaine nantaise. Alors Claire, donc dans les grands projets d'architecture, plutôt pilotés par des entreprises, quelle est leur perception? Comment ils travaillent cette notion? Alors je ne pense pas qu'on arrive au niveau de la forêt, mais comment l'arbre prend la place dans ces projets, des grands projets urbains? Alors déjà, dans les grands projets urbains ou les opérations immobilières, c'est pas tout à fait la même chose et c'est pas les mêmes personnes derrière. Oui, je vous laisse choisir et clarifier l'un ou l'autre. Parce que dans les grands projets urbains, on va avoir une place plutôt de la collectivité ou de l'aménageur qui va pouvoir aussi avoir une vision globale. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir des espaces finalement plutôt qui sont à des échelles de micro-quartiers se révéler, exister, et qui peuvent être là le lieu de création de petites forêts, mais qui sont vraiment légères, mais en tout cas qui vont faire une structure végétale, qui permettent en fait de faire, comme si vous voulez, une espèce de cadre, un décor, et qui permet d'avoir des espaces libres, évolutifs, et qui peuvent être appropriés par d'autres habitants. Alors comment se fait le lien entre ces acteurs publics et privés dans ce cas-là? Et donc là, ça c'est du public plutôt. Et donc là, avec des acteurs privés, par contre, ça peut être des acteurs économiques qui vont travailler sur de la restauration, qui vont vouloir travailler sur des jardinages, et autres qui peuvent agir. Mais bon, là, c'est quand même à la marge. Par contre, avec les promoteurs, nous, là, ça passe par 2 biais. En effet, il y a la notion de coefficient de biotope obligatoire sur les bâtiments qui fait que de toute façon il y a une réflexion sur la végétalisation, mais en même temps coefficient de biotope pour ceux qui ne sont pas, vous ça vous parle, et pour les autres qu'est-ce que c'est un coefficient de biotope? En gros, ça va être une obligation d'avoir un certain nombre de terres et puis aussi tout un certain nombre de plantations, de surfaces plantées qui vont être sur le bâtiment, mais qui en même temps, moi je parle aussi de ce point de vue-là, est intéressant au niveau de la biodiversité et est intéressant au niveau du climat. Par contre, en même temps, qui va aussi faire des surcharges en termes de structure et donc aussi de béton. Donc aujourd'hui, en tout cas, du béton. Donc ce serait bien qu'on arrête d'utiliser du béton, mais on n'en est pas encore là. Et par contre, avec aussi l'obligation d'avoir des usages collectifs au sein des opérations immobilières. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut être très important parce que c'est l'occasion à la fois de développer du lien social, de développer aussi une implication d'un groupe d'habitants
à ces espaces extérieurs-là, qui sont peut-être aujourd'hui pensés comme des pelouses, mais qui demain pourront être pensés comme des petites forêts, comme de l'agriculture urbaine, comme à la fois une nature nourricière et à laquelle on rentre en contact autre que juste se poser dessus ou jouer au ballon dessus. C'est vraiment être en contact et travailler avec ces espaces-là en tant qu'habitants, en tant que collectif d'habitants. Vous créez une interaction entre l'habitant et la ville et son espace naturel. Pierre, vous avez dit que les Québécois sont des hommes des bois. Alors comment faire des Nantais des hommes des bois? Comment vous avez plus besoin de les sensibiliser? Je disais pas qu'ils étaient des hommes des bois, j'ai dit ils sont faits de bois. Donc, je sais pas, la question c'est comment en fait, les Nantais... Quelles recommandations vous pourriez donner aux Nantais pour qu'ils se réapproprient leurs arbres? Ou comment vous voyez... Je les laisserai faire, les Nantais. Ils sont intelligents, beaux et dynamiques, là, donc je ne vais pas leur dire quoi faire. Mais j'ai quand même, sur la construction en bois, donc je regardais tout le béton. Je pense que c'est un sujet qui se doit d'être gratté parce que il y a vraiment un confort. Nous, on construit en bois. Il y a un confort l'hiver, notamment, donc c'est beaucoup plus confortable que du béton. Et en plus de ça, ça crée dans le fond, on a besoin de ces puits de carbone-là. Ils sont pas les puits de carbone d'un arbre, il va retomber. C'est pas un puits. Dans le fond, c'est comme il retarde tu sais, dans le fond, il capte, mais il retarde son carbone. Il va le relâcher. Mais on a besoin des puits de carbone dans les bâtiments. Donc, si on avait, au lieu du béton qui est extrêmement pesant en carbone, puis on le remplaçait en bois, et là, on captait le carbone dans le bois. Donc, ce serait quelque chose que, moi, je trouve, en Europe, là, on devrait s'y attaquer pour, justement, et le confort, la place du bois, pour avoir une valeur du bois aussi, pour le ramener dans nos maisons, pour lui donner une valeur, donc, économique. Et donc, c'est ça. On a Abibois qui est juste derrière. Je voulais rebondir, allez-y Claire. Et en effet, je trouve ça très intéressant, cette construction bois. Je pense, elle prend de l'ampleur et elle va prendre de l'ampleur. Enfin, je l'espère et je le pense intimement. Et ce qui est intéressant, c'est que la forêt, aujourd'hui, on l'aperçoit comme étant un lieu de biodiversité, comme un lieu d'usage ou de confort, mais c'est aussi une ressource véritable. Et de parler quand on parle d'économie circulaire, c'est-à-dire vraiment travailler avec, créer des ressources, pouvoir les utiliser sur un même territoire, limiter aussi les transports et vraiment travailler sur du local, la forêt prend un tout autre sens. Et la forêt urbaine ou périurbaine, parce qu'on n'est pas obligé d'être non plus à proximité directe, ou périurbaine, prend un autre sens, puisque les grandes forêts qui ont été plantées, on va dire plutôt au XVIIe, elles ont été plantées pour faire de l'exploitation bois, très clairement. Et je pense que ça, c'est une ressource. Faut la voir aussi comme une ressource, cette forêt-là, et une ressource qui peut nous alimenter, nous urbains, notamment dans notre système constructif. Et ça pourrait être intéressant. Voilà. Oui, donc les filières bois construction, mais aussi bois énergie, bien évidemment, parce que, encore une fois, l'entretien des forêts et des boisements permet aussi de développer d'autres dispositions. Sur le bois construction se tenait le week-end dernier, la fin de semaine dernière, le Carrefour international du bois, le CIB à la Beaujoire, et j'ai pu le dire à ce moment-là. Donc à peu près 8% des constructions sur la métropole nantaise se font en ossature bois, ce qui est 2 fois au-dessus de la moyenne nationale. Donc on voit bien aussi que sur Nantes, on a la volonté de construire bois, avec une vraie difficulté, c'est que nous avons parfois en France des réglementations un petit peu hard, si je puis le dire comme ça, puisque monter au-delà de 2 niveaux en ossature bois, c'était compliqué avec des bureaux de contrôle qui ne voulaient pas. Aujourd'hui, les choses évoluent et il y a des exemples sur Nantes. Je vous invite à visiter, notamment avec l'école du bois, mais également Atlan-Bois, pas très loin. Et la métropole engage d'ailleurs par convention avec Atlan-Bois d'un cahier des charges qui sera donné aux aménageurs pour s'assurer effectivement que les aménageurs et les différents intervenants, y compris constructeurs, intègrent le bois construction. C'est vrai que c'est intéressant. Merci d'avoir soulevé ce côté du modèle économique. On avait parlé de toutes les fonctions de la forêt, mais il y a vraiment une fonction économique. Alors, on arrive sur le tour de conclusion de notre table ronde. Est-ce que, donc, je vous laisse peut-être chacun dire un mot, un message sur le rapport au bois, la forêt, la nécessité ou l'utilité de la forêt en ville.
Vous pouvez commencer. Je vais revenir à ma première casquette, celle de l'association Arbre. Il m'arrive de faire quand même quelques points de comparaison, puisque également je peux faire partie aussi des gens qui donnent le prix de l'arbre en France chaque année. Et on voit de telles différences aujourd'hui entre villes, entre communes, entre agglomérations et communautés qu'on voit qu'il y a quand même du chemin encore à parcourir dans pas mal d'endroits. Alors évidemment, je souligne aussi le travail que font nos amis québécois, dont je considère qu'ils sont véritablement certainement en avance sur ce sujet-là, avec alors on parle de canopées, souvent les programmes canopées sont vraiment des programmes aujourd'hui très largement engagés, où on vise véritablement des couvertures boisées plus importantes, et à ce jeu-là, vous annoncez des chiffres de 20-30% de canopées dans des villes, ce qui commence à faire des chiffres assez importants et assez étonnants, donc ça c'est à souligner. Donc il faut s'en inspirer, bien évidemment. Il faut s'inspirer d'autres programmes. Et on voit que les grandes métropoles bougent ou essayent de bouger. Séoul annonce 12 millions d'arbres plantés. Alors ils vont-ils le faire? Je me méfie toujours un tout petit peu parce que les Asiatiques ont tendance un peu à augmenter leurs chiffres. Mais malgré tout, on voit des volontés. J'ai vu une autoroute totalement transformée en jardin, par exemple. Voilà, il y a des choses qui bougent de ce côté-là. Donc il y a la place. Enfin, on la trouve. Il faut la chercher. Et puis par contre, il faut effectivement être très vigilant dans la période où les plumes se mettent en place, se modifient, s'améliorent. Je pense que c'est le cas également sur notre agglomération. C'est un vrai grand moment pour faire que cette place-là soit bien calée, parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence entre des villes, dans la capacité d'avoir des réserves, dans la capacité de promouvoir, dans la capacité de protéger. Et à ce jeu-là, il y a vraiment un grand point de vigilance à avoir, parce qu'il y a encore des territoires actuellement qui sont un peu pas tout à fait impliqués sur cette question-là. Voilà. Alors, je croyais qu'on allait avoir le temps de faire tout un tour. Et donc, on va accueillir après nous Johanna Roland. Et donc, juste un petit mot vraiment très court de conclusion pour cette table ronde. Ben, moi, de continuer le militantisme de la forêt, le militantisme de l'arbre. Et donc, il est au cœur, je pense, de l'action de ce qu'on est ici, de ce qui est fait ici, mais aussi de ce qui est fait au Québec. Donc, c'est ce qui permet d'aller plus loin. Du militantisme. Moi, je dis... oui, du militantisme, de l'action aujourd'hui et beaucoup de patience. La forêt, c'est long à mettre en place et donc il faut s'y mettre maintenant pour avoir des forêts qui soient belles, qui vivent bien, qui soient vraiment fertiles. Demain, ça sera plutôt pour nos enfants, petits-enfants, mais il est temps, quoi. Oui, alors un souhait tout simplement de ma part, c'est que l'ensemble des métropolitains nantais s'inspirent peut-être des Québécois, mais prennent bien conscience de la richesse de notre territoire et fassent en sorte qu'on ne réclame pas de manière systématique à construire, mais aussi à préserver. Et c'est sans doute ce qu'il va falloir rentrer dans les mœurs. Ok, préservation, militantisme. Merci à tous pour ces échanges. Pardon. Ah, on a. C'est vrai qu'on a. Alors, à la régie nous dit, après avoir coupé, qu'on a le temps de prendre une question, 2 questions. Vous voulez interpeller nos... Je vous en prie. Parlez fort pour que... Ah, il y a un micro qui est là-bas. Je voudrais dire qu'on a des résultats très curieux sur l'émission d'ions négatifs par les arbres. Et ça nous fait vraiment du bien. Ça nous donne un sentiment d'euphorie. Les médecins commencent à s'intéresser à ça. L'inverse, c'est les ions positifs. Ça, c'est ce que vous avez dans une chambre renfermée avec des moutons sous le lit. Et ça c'est très mauvais pour le moral. Alors, c'est un aspect des arbres qu'on ne connaissait pas et qui se développe actuellement. Voilà. Les ions négatifs, c'était pas une question, vous voulez faire un mot là-dessus? C'est un témoignage. Il y avait la chlorophylle aussi, donc la chlorophylle des arbres qui semble... Donc, il y avait la question de la chlorophylle aussi, ce sentiment qu'on se promène quand on est dans la forêt, et donc viendrait du fait du dégage de la chlorophylle. Donc, on se sent épanoui dans la forêt. Bonjour, merci à tous pour vos interventions.
Je voulais rebondir sur ce que M. Soignon disait tout à l'heure par rapport à la mesure qui est prise sur les territoires québécois, c'est-à-dire on parle plus de canopées que de nombre d'arbres, parce que vous avez dénombré, Monsieur le Vice-président, le nombre d'arbres sur la métropole, ce qui est tout à fait bien, effectivement. Maintenant, on prend en considération le sujet arbre. Mais au-delà de ça, on parle aussi de maladies. Et c'est vrai qu'on peut observer sur un territoire comme la métropole nantaise, mais on peut le déplorer aussi sur d'autres métropoles en France, c'est les techniques de taille d'arbres qui sont vraiment très, très sévères en France, quand on voit par rapport aux autres pays anglo-saxons, ne serait-ce que sur l'Europe. Et ce qui va provoquer effectivement, à force d'élagage vraiment très sévère de ces ramures, provoquer de nombreuses maladies, en plus des maladies au sol, puisqu'ils sont bien enfermés aussi dans leur béton et autres racines, système racinaire très, très comprimé. Je suis tout à fait d'accord que c'est un métier passionnant de s'intéresser aux arbres et de s'en occuper. Bon, si je regarde bien dans la salle, il y a quelques experts dans la matière qui pourraient répondre à ma place, et en particulier des gens qui grimpent dans les arbres au quotidien. La Société française d'arboriculture, à ce sujet-là, tiens, voilà un constructeur également qui utilise beaucoup d'arbres et qui fait beaucoup de troncs également, qui ressource le bois. C'est Pierre Auréfis qui nous rejoint, qui vient de concevoir cet éléphant en bois. Mais au-delà de lui, je faisais juste un aparté, parce qu'il arrivait en retard, ou en avance, je ne sais plus. Et donc, simplement pour dire que sur... je ne sais plus quelle était la question, en fait. Sur la taille des arbres, oui, non, mais c'est un vrai métier, c'est un métier de professionnels aguerris, organisés, qui ont il y a la Société française d'arboriculture qui les regroupe, et qu'il faut... mais c'est une évidence, tellement évident qu'il faut travailler avec ces gens-là, qui sont en général plutôt des amoureux des arbres, comme les médecins sont les amoureux des gens, logiquement, peut-être ça va marcher, et donc effectivement passer par là, et qu'il faut abandonner des techniques absolument drastiques que j'ai pu constater encore dans certaines communes plus petites malgré tout, parce que je pense qu'effectivement on a la chance, en particulier dans les grandes communes, d'arriver à monter des pools plus complets, 15 personnes à peu près chez nous qui sont vraiment complètement dédiées à cette question-là et spécialistes, et c'est très important. Donc effectivement, il faut passer absolument, et même imposer dans les cahiers des charges ces choses-là. Ça fait partie effectivement des catastrophes dans certains endroits évidentes, où on se dit que ces arbres n'auront que 10, 20, 30 ans maximum de vie, et pratiquement on peut presque le déterminer à l'avance. Pardon ? On peut descendre. Bon, on vous remercie. On va laisser la place au concours photo en quête de nature. Et puis, n'hésitez pas à venir aussi compléter vos questions auprès de nos experts. Merci à tous. Bonne journée.